Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous pour ce plateau radio organisé pendant le week-end fédératif de la Fédération protestante de France à Sète, au centre du Lazaret. Un week-end qui est présenté comme une rencontre des acteurs fédératifs avec ce sous-titre « Le protestantisme en mutation, une question de confiance ». Il se déroule du vendredi 24 au 26 janvier et il rassemble plus de 200 acteurs fédératifs du protestantisme. Nous sommes là dans les locaux du Lazaret avec un joli studio qui a été organisé pour la circonstance. 2 temps de 30 minutes chacun. Nous allons pouvoir discuter ici de protestantisme, donc naturellement, mais sous l'angle spécifique de l'avenir, un protestantisme tourné vers l'avenir. Une discussion qui va pouvoir s'organiser avec plusieurs intervenants. Et alors, déjà aussi avec moi en co-animation, Cédric Kessler. Salut Cédric. Salut, très heureux d'être là et j'étais passionné par l'étude sur laquelle on va notamment discuter aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Très heureux d'être là. Cédric, une petite présentation. Tu viens d'une région bien marquée par le protestantisme, l'Alsace, Strasbourg. Oui, c'est vrai. Beaucoup de diversité en Alsace, pour ceux qui connaissent, sur le plan de la religion, de la foi et du protestantisme. Donc voilà, un sujet qu'on côtoie et du coup, c'est super d'avoir un éclairage aussi statistique, sociologique sur ces questions. Et puis tu travailles sur une radio bien connue dans la région, là-bas, Arc-en-Ciel. Tu es aussi un artiste et donc forcément avec tout ça, plein de choses à nous dire. Tu vas réagir, tu vas piquer peut-être un petit peu nos invités pour leur donner d'aller un petit peu plus loin, on verra tout ça. C'est ça. Et on a 3 invités, 2 jeunes tout d'abord. C'est le parti pris de ces plateaux au Lazaret, entendre la voix de jeunes protestants également. Et pour parler d'avenir, eh bien, leurs réactions seront d'autant plus à prendre en compte et intéressantes. Il y a donc Jemima et Édouard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vous propose un petit mot rapide chacun, quelques mots. Comment vous avez envie de vous présenter à nos auditeurs, Édouard ? Bien, bonjour. Je m'appelle Édouard Maille et je viens de l'Église protestante unie de France qui est à Grenoble. Ouais. Je suis notamment au groupe de jeunes professionnels et étudiants qui s'appelle le GIP. Et je suis également chef scout auprès des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Grenoble dans le groupe Bastille. Merci Édouard. Jemima ? Donc moi c'est Jemima Gunn, je suis de l'église évangélique ADD de Paris 15e. Alors ADD, c'est qui DD ? ADD c'est Assemblée de Dieu, donc une branche des églises évangéliques. Ouais. Et je suis de l'équipe de communication de la Fédération protestante de France et je suis très contente d'être là. Alors on se connaît bien, on va le dire, on travaille ensemble, donc je la charrie un petit peu volontairement. Voilà. Alors tu as une particularité aussi, c'est ton origine, peut-être c'est intéressant de le dire aussi, parce que ça marque sans doute des choses dans ton histoire. Donc je suis sénégalo-togolaise, plus sénégalaise du coup, parce que c'est là-bas que j'ai grandi, et je suis arrivée en France à mes 19 ans pour les études. Et ça fait combien de temps comme ça ? On ne dira pas ton âge, mais il faudra faire le calcul. Oui, 8 ans. 8 ans à peu près. Oui, voilà. Et puis, nous avons la joie d'avoir un invité principal, quelqu'un qui est intervenu déjà aujourd'hui dans ce week-end fédératif. C'est le docteur Claude Dargent, professeur en sociologie, chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages ou articles, mais il y en a un qui nous marque plus particulièrement ici sur ce plateau, c'est les protestants en France aujourd'hui. Alors l'aujourd'hui, c'était en 2005 et c'était édité par Payot. Bonjour Claude Dargent. Bonjour. Alors j'imagine qu'entre 2005 et 2025, il y a eu du changement ? Oui, il faudrait que je fasse une nouvelle édition. C'était ma thèse en plus, donc ça fait c'était une autre époque. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de vous avoir pour commenter un sondage dont on va parler, parce que justement, il y a déjà ce passé, cette étude qui avait été faite dans le passé, de votre travail en 2005, qui peut aussi naturellement jouer un rôle dans votre façon de regarder ces chiffres aujourd'hui, j'imagine. Oui, d'autant que s'agissant particulièrement du protestantisme, c'est difficile de parler de la situation d'aujourd'hui sans la mettre un peu en perspective. Et il y avait une part d'histoire dedans. C'était une thèse de sciences politiques, mais il y avait une part d'histoire parce qu'il y a une dimension d'héritage qui est tout à fait structurante, qui était structurante pour l'aujourd'hui de l'époque et qui reste structurante pour l'aujourd'hui d'aujourd'hui.
Cédric, on rappelle un peu les circonstances, ce fameux sondage fait par l'IFOP. Alors, on peut effectivement, peut-être Claude Dargent peut nous l'expliquer. Et moi, j'avais une toute petite question, Oui, parce que pour vous situer, Claude Dargent, ma première question, quand j'ai entendu que vous alliez évoquer ce sondage, ça a été de dire, est-ce que vous êtes protestant ? Alors non. Et c'est intéressant de dire. Hein. Justement, quand je m'étais intéressé au protestantisme, j'avais remarqué qu'en sciences sociales, quand on s'intéressait au protestantisme, on était forcément protestant. Et donc, je m'étais dit, après tout, ça peut être intéressant de voir les choses de façon un peu décalée. Alors, en même temps, j'ai fait cette thèse. Moi, je viens du catholicisme, et c'est vrai que les thèses théologiques et ecclésiologiques protestantes m'ont souvent beaucoup séduit. Donc aujourd'hui, je ne sais plus trop, on va dire. D'ailleurs, peut-être, comment définiriez-vous, dans votre position de chercheur, de sociologue, ce qu'est le protestantisme avant d'aller davantage sur le sondage ? Le protestantisme, c'est un ensemble d'églises dont se réclament un certain nombre de fidèles. Ouais. C'est ça qui nous est donné de l'extérieur. Il n'y a pas... Alors après, évidemment, il y a des divergences théologiques originelles, mais on ne va peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite. Non. Voilà. Mais c'est ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui, est protestant celui qui se déclare comme tel. Et alors, dans le sondage, c'est bien comme ça que c'est conçu. Jemima, d'ailleurs, et Édouard, vous... si un ami vous demande c'est quoi être protestant, vous répondez comment ? C'est une question un peu piège, mais... Vous n'avez pas 4 heures. Non, mais protestant. Et parce que je pense que c'est vecteur déjà de beaucoup de symbolique. Donc protestant, moi, c'est le premier mot qui vient. Ouais. Et derrière, si on te demande c'est quoi un protestant ? Quelqu'un qui te proteste. Non, parce que généralement, c'est la blague qu'on fait. Mais alors, du coup, vous protestez contre quoi ? Oui, bien sûr. Mais protestant, et si éventuellement on me demande de préciser, je vais préciser une mouvance calviniste. Et tu vas expliquer peut-être un petit peu les éléments qui là, font ta foi. Où je me lance dans le cours d'histoire, parce que je suis très inspiré. Mais... Et toi, Jemima ? Moi, je dirais c'est une personne qui a des valeurs, les valeurs chrétiennes, tout simplement les valeurs de Christ. Et expliquer un peu aussi la partie de l'histoire avec Martin Luther, tout ça. Comment est-ce que c'est... Un peu d'histoire derrière. Oui, voilà. Mais de base, de façon très simple, je vais juste dire c'est une personne qui a des valeurs de Christ. Enfin, les valeurs enseignées par Christ. Ok. Claude Dargent, vous pouvez nous resituer ce sondage en quelques mots et avant d'aller sur le commentaire ? Alors, c'est important de faire un sondage spécifique sur les protestants parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse tirer d'un sondage national un échantillon de protestants. Puisqu'on va le voir, là, ils sont 2%. Les enquêtes nationales, elles font 3000 personnes. 2% de 3000 personnes, ça ne permet pas de parler. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des sondages spécifiques sur le protestantisme. Ce qui coûte cher, et ce qui ne peut être fait qu'à intervalles réguliers. Alors, il y en avait eu un en 2010. Qui avait été faite, c'était un peu les mêmes qui s'en occupaient à l'époque. Et donc là, il est répliqué. Et donc pour nous, c'est très précieux parce que ça nous fait des données et ça permet de parler à partir d'éléments qui sont établis et pas uniquement des impressions que tout le monde a sur le protestantisme ou sur autre chose. Donc, sondage réalisé par l'IFOP. Oui. Sérieux, donc. Oui. Non, l'IFOP est un des instituts importants sur le marché, Institut français d'opinion publique, qui donc... en fait, c'est un sondage qui est fait par Internet, comme la plupart maintenant. L'IFOP a une série, des milliers d'adresses mail. Et elle envoie, quand elle fait des sondages, elle envoie un mail avec un lien pour « est-ce que vous voulez répondre ?» Et donc là, elle l'a envoyé à ceux qui s'étaient déclarés soit protestants, soit évangéliques. Oui, alors on reviendra sur ces deux mots, protestant et évangélique, parce que c'est au cœur quand même de ce sondage. Quel type de questions ont été posées, justement ?
Il y a des questions classiques sur l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le revenu, qui sont essentielles parce que ça permet de caractériser les populations par rapport à la population globale. Et puis, il y a des questions d'orientation, justement, de valeurs, et articulées plus ou moins avec le débat public, les politiques publiques sur est-ce qu'il faut constitutionnaliser l'IVG ou des éléments de cet ordre. Voilà. Toutes ces questions qui peuvent un peu permettre de situer un certain nombre de choses. On entre dans le ressenti par rapport à votre interprétation, ce que vous repérez comme saillant. On n'abordera évidemment pas tout là, mais peut-être les points principaux qui ressortent, qui peuvent intéresser, je dirais, le grand public, nos auditeurs. Et puisque, en avant-propos, la Fédération protestante de France a eu le courage de faire un micro-trottoir, et Jean-Luc, je crois que tu étais à la manœuvre aussi sur ce micro-trottoir, c'est vrai. Avant votre intervention, Claude Dargent, sur la présentation de ce sondage, un micro-trottoir qui à Paris, qui demande aux gens ce que c'est le protestantisme. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient autant ignorants de ce que ça veut dire être protestant. Je ne m'attendais pas à autant. C'est vrai que c'est impressionnant. Il y a une méconnaissance, mais même historique, mais même le mot protestantisme, énormément de gens, et on les a pas triés. Vraiment, c'était au hasard. Et d'ailleurs, pendant un petit bout de temps, j'étais avec Benjamin Bories qui tenait la caméra, et on se disait, mais on va pas avoir quelqu'un qui connaît les protestants. C'est fou, hein. Au début, il y a eu une suite de personnes qui... Non, on sait pas ce que c'est quoi. Alors, catholique, orthodoxe, c'est religieux. Et puis après, on a eu quand même quelques réponses un peu plus fournies, des choses, c'est devenu intéressant, mais globalement, on connaît très peu le protestantisme dans la société française. Moi, j'ai été étonné aussi du degré d'ignorance pour ça, mais vous venez de répondre, donc vous ne les avez pas triés, c'était bien des réponses à l'image de celles qui vous ont été données. Je dirais ignorance du protestantisme, puis ignorance du fait religieux en général. Du fait religieux en général, ce qui, à mon avis, doit questionner les églises. C'est-à-dire que il y a peut-être là un terrain en jachère sur lequel on peut faire une offre, parce qu'il y a un système de référence qui est absent. D'ailleurs, dans ce micro-trottoir, on a choisi de terminer avec une dame qui disait faudrait peut-être les mettre plus en avant. Et voilà, donc on essaye. Le travail. Et alors dans ces questions, peut-être directement aller sur cette question protestant-évangélique, parce que c'est un des éléments assez importants. Vous avez dit qu'il y a environ 2% de la population française qui est repérée comme étant soit protestante, soit évangélique. Oui. Dans cette enquête, ça donnait ça. Il peut y en avoir un peu plus, parce que les enquêtes, c'est pas exhaustif. C'est Sébastien Fad qui, lui, monte plutôt à 3%. Oui, parce que notamment du côté évangélique, il y a peut-être... c'est les évangéliques dans la mesure, et c'est un des aspects où ils ont une composition très populaire, les sondages ont du mal à atteindre les catégories les plus populaires. Oui, le président Christian Krieger faisait noter, par exemple, que au sein de la Fédération protestante, il y a la communauté des gens du voyage, et ils sont nombreux, et ceux-là, par exemple... n'ont pas été sans doute interrogés. Oui, il y a ça également. Donc il y a évidemment des trous. Mais à mon avis, l'intérêt d'un sondage comme ça, c'est pas de voir qui est plus nombreux que qui, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a des différences d'orientation, à quel degré, tout ça est-il conciliable, etc. Des dynamiques peut-être. Et les dynamiques aussi, avec les nouveaux protestants, les nouveaux évangéliques par rapport à la dernière fois, ce genre de choses. Ça, c'est important. 2-3 points que vous repérez essentiels dans ce sondage. Du point de vue âge comme catégorie socio-professionnelle, les protestants, au sens large du terme, y compris les évangéliques, sont pas très différents de l'ensemble de leurs concitoyens. Un petit peu plus jeune, un peu de 25-34, ça c'est grâce aux évangéliques, c'est la composante évangélique de l'affaire.
un peu plus cadre et profession intellectuelle supérieure, ça c'est plutôt la composante protestante de l'affaire. Avec luthéro-réformé. Voilà, comme d'habitude, un niveau de diplôme élevé, nettement plus élevé que le reste de la population. Ça, ce sont les caractères. Et ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire le fait que plus le revenu est faible, plus la part des évangéliques est forte. Ça, c'est très, très, très net. Très, très net. C'est fou. Moi, j'ai envie de rebondir sur le côté aussi méconnaître. Parce qu'on parle un peu du protestantisme, là. Maintenant, on y est, quoi. On y est. Mais il y a quand même... c'est à la bonne heure. Mais il y a quand même cette notion de... on parle d'un truc... que beaucoup n'identifient même pas, quoi. Donc je reviens à ce fameux micro-trottoir qui est assez interpellant. Et je me tourne aussi vers vous, Édouard, Jemima. Est-ce que ça vous fait pas tout drôle de porter une identité quand vous dites je suis protestant, etc. Et que cette identité finalement ne vient pas connecter avec un concept en face. C'est-à-dire, vous dites concrètement, si ce micro-trottoir, on le prend un peu au pied de la lettre, on dit je suis protestant et la personne en face ne comprend pas. Ça vous fait quoi ? Ça résonne ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'occasion d'expliquer et pas dans une démarche prosélyte, mais au contraire vraiment dans une idée de partage, aussi bien de mémoire que de parole et de sens. Donc non, c'est pas. Ouais, je pense que j'y ai été confronté suffisamment de fois pour me dire c'est pas grave, ça va encore arriver. Donc. D'accord, ok. Jemima, pour toi ? Moi, je le vois juste comme, en fait, de base, les gens savent que une fois qu'ils savent qu'ils sont chrétiens. C'est bon, ils vont pas plus loin que ça. Donc, je trouve aussi que c'est pas grave. C'est juste que les gens se disent, c'est des chrétiens, et puis voilà. Ouais, ça t'a pas bouleversé, quoi. Oui, voilà, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs, entre eux et tout. Ils savent pas forcément, est-ce qu'ils veulent savoir, je sais pas, mais en tout cas, ils se disent juste, c'est les chrétiens. Alors, dans le micro-trottoir, ce qui était assez intéressant, c'est que régulièrement, des gens nous questionnaient, nous, après. Mais alors, racontez-nous, dites-nous. Il y a même un jeune qui dit, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est... Donc, il y a peut-être quand même un intérêt, le religieux quand même. Alors ça, peut-être, Claude Dargent, vous pourriez nous donner votre sentiment. La question religieuse est quand même très, très importante dans la société aujourd'hui. C'est un enjeu dans plein de domaines. Elle sature l'actualité. Ouais. Elle sature d'actualité, soit directement l'actualité en France, parfois pour de mauvaises raisons d'ailleurs, soit l'actualité internationale, évidemment. Mais c'est vrai que la France a une particularité qu'on méconnaît souvent, c'est que c'est un des pays où il y a le plus de personnes qui sont sans religion. Ouais. En Europe comme marquant. Dans le monde. En Europe comme dans le monde. Dans les enquêtes, quand on fait les enquêtes générales, ça dépend comment on pose la question, mais en gros, il y a la moitié d'habitants de la France qui se disent sans religion. Donc on est forcément dans un univers d'où le religieux est peu présent. Ce qui explique pour partie le manque de connaissances que ce micro-trottoir montrait et ce qu'il entretient un petit peu, d'une certaine façon. Alors, il y a plein de résultats très encourageants pour un protestant qui analyse ces résultats, mais il y en a d'autres qui peuvent être un peu inquiétants. Une grosse baisse de la lecture de la Bible, qui est pourtant... Voilà, souvent on a entendu dire la Bible c'est le livre des protestants et aujourd'hui il l'est peut-être un peu moins, et puis une pratique aussi, une quantité de personnes assez importantes qui vont une fois de temps en temps à l'église mais qui ne sont pas dans une pratique forte. Et ça, c'est un vrai changement quand même, j'ai l'impression. On est dans une société qui a du mal avec la régularité des pratiques et des rites, d'une façon générale, quel qu'il soit, en fait. Sauf les trucs qu'on ne peut pas éviter, les courses ou ce genre de choses. Ouais. Mais après, tout ce qui est régularité des pratiques, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, c'est vrai aussi que ça veut dire que dans ceux qui sont identifiés comme protestants en sondage, il y a des degrés de proximité très, très inégaux vis-à-vis du protestantisme. Il y a des gens qui sont au cœur, et puis il y a des gens...
À mon avis, il y a des gens qui viennent éventuellement du catholicisme, d'ailleurs, c'est ce que montre le sondage, et qui se trouvent aujourd'hui plus proches du protestantisme que du catholicisme, sans pour autant n'avoir de pratique. C'est une forme d'adhésion avec des manières de concevoir la foi plus facile à aborder pour eux, peut-être. Oui, une version du christianisme. Plus libre, peut-être. Oui, et qui, peut-être, pour certains d'entre eux, ne souffrent pas d'un certain nombre de travers du catholicisme, beaucoup mis en évidence, malheureusement, sur la dernière période. Moi, j'avais préparé une patate chaude pour vous, Claude d'Argent, mais qui est pour nous tous. Et ça m'a interpellé parce que donc, ce fameux sondage IFOP, il fait émerger quand même l'idée que un peu plus, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais je vous laisserai me rectifier, un peu plus d'un protestant sur deux, donc plus que la moitié des protestants, vont quasi jamais, donc ça veut dire une fois par an, soit jamais à l'église. Ouais, moi j'allais en douceur, là, toi. non, mais c'est vraiment c'est un chiffre énorme. Alors, oui. et voilà, c'est un chiffre que moi j'avais un peu ces notions en tête, donc ça m'a pas. Mais en fait, j'ai réfléchi un instant. Je me suis dit, c'est marrant, c'est comme si on demandait à quelqu'un, t'es footballeur ? Il répond oui. Tu lui demandes la question suivante, tu joues dans quel club ? Et il dit, je joue pas. Ou j'y vais une fois par an, ou j'y vais jamais. Alors, c'est très bizarre, c'est très très étrange. Et en fait, d'un seul coup, ça m'a questionné sur comment une personne sur deux arrive à dire, je suis protestant, un truc quand même engageant de dire, je sais pas, aujourd'hui c'est pas neutre de dire ça, et la personne va jamais pousser ou quasi jamais pousser la porte d'une église. C'est un peu cocasse, moi ça m'a amusé presque, enfin ça m'a interpellé. Ouais, avec en plus le côté 2.0 qui apparaît, c'est-à-dire ceux qui vivent leur relation à l'Église et à la foi par le biais d'Internet uniquement, quasiment. Plus. Oui, la différence. Alors, si on continue la métaphore du football, merci. Il y a quand même une différence, c'est que le football, c'est une pratique. Une religion, c'est certes une pratique, mais c'est aussi des croyances. On peut croire au football, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, je pense que les gens qui se classent comme ça, comme protestants ou comme catholiques d'ailleurs, et qui n'ont pas de pratique, parce que c'est la même chose, c'est pire encore du côté du catholicisme, c'est qu'ils ont quelque chose de l'ordre de la croyance, mais pour autant, ça ne va pas jusqu'à se transformer dans une pratique. Jemima, Édouard, vous êtes vous personnellement dans une pratique importante, relative. Est-ce que Internet est un moyen aussi que vous utilisez ? Alors, juste pour rebondir sur le point que Cédric a soulevé tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs protestants qui, déjà culturellement, se sentent protestants, soit parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Moi, je suis née dans une famille chrétienne et je disais, avant d'avoir véritablement fait un pas, de dire, fille de pasteur, je crois. Oui, fille de pasteur. Avant d'avoir véritablement fait le pas de dire, je m'engage réellement, je me baptise, etc. Je disais que j'étais chrétienne. Pourtant, je savais au fond, j'étais encore en recherche et tout. Donc, je pense qu'il y a cette part aussi où c'est historique, c'est dans la famille. Donc, oui, je suis née dans une famille protestante, donc je me considère comme protestant. Ce qui, c'est au niveau des valeurs, au niveau des croyances, etc., donc pas dans une pratique. Moi, je connais beaucoup de protestants qui, justement, disent je suis pas croyant, ça ne correspond pas forcément à d'autres dans leur manière de concevoir la foi, mais c'est aussi une vraie réalité. Ouais. Et il y a aussi l'autre point de ceux qui ont la foi protestante, etc., mais n'adhèrent pas forcément aux institutions religieuses, soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce que, bref, il y a une méfiance vis-à-vis des institutions, parce que souvent, la confiance a été brisée, etc. Donc, il y a cette part-là qui se disent, moi, je vais vivre ma foi protestante solo, je vais lire ma Bible, ou je regarde Internet. Oui, justement. Internet, donc je viens à Internet. Oui, moi, Internet, je suis une grande consommatrice des réseaux sociaux, donc très souvent, podcasts, vidéos, messages, etc., sur les réseaux sociaux, j'écoute, mais j'appartiens à une église, je suis engagée aussi dans une église. Ouais. Édouard ? Moi, j'adhère beaucoup à ce que dit Jemima, mais d'autant que dans le protestantisme, la relation directe qu'il y a avec Dieu fait beaucoup plus sens pour une pratique, du coup, individuelle, et surtout, dans la tradition luthéro-réformée, j'ai quand même l'impression qu'on est dans des... Enfin, le terme de pratique me semble presque étrange, parce qu'on est très économe de gestes liturgiques. Très très peu, c'est très épuré, donc au final presque le terme de pratique me semblerait un peu impropre, mais moi, à titre personnel, je vais au temple, pas tout le temps,
mais généralement pour les fêtes carillonnées. Puis je vais être très présent chez les scouts aussi sur les temps de liturgie, donc c'est pas toujours un moment qui est pratique, mais par contre, en intériorité, voilà, dans ta vie personnelle, dans ma pratique personnelle, c'est quelque chose qui est présent au quotidien, mais ça s'acte pas par un geste liturgique. Dans cette première partie, justement, on a essayé de repérer avec vous, Claude, les points saillants qui ressortent des résultats de cette enquête. On a évoqué quelques-uns. Moi, j'aimerais bien vous entendre aussi sur la question de l'éthique. Parce que c'est une des questions qui revient. Comment les protestants et les évangéliques se positionnent par rapport à un certain nombre de questions, alors la fin de vie, l'avortement, des choses comme ça. On a le sentiment que quand même il y a une certaine évolution. Est-ce qu'il y aurait aussi une pensée protestante sur ces aspects-là, ou est-elle multiple ? Comment vous observez, vous, ces réponses ? Il y a toujours eu une pensée protestante, en tous les cas un positionnement protestant sur les questions éthiques. D'abord, le questionnement éthique est indissolublement lié à la question des religions, évidemment. Mais en plus, une des particularités du protestantisme, à l'époque essentiellement luthéro-réformé, était d'être un peu une aile marchande en matière de progrès dans le domaine des mœurs, que ce soit le planning familial, que ce soit le divorce, que ce soit l'interruption volontaire de grossesse. Les églises luthéro-réformées ont souvent été en pointe sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça allait de pair avec le fait que, globalement, elles étaient plutôt à gauche en termes d'orientation politique, et que les réformés, les protestants réformés étaient clairement à gauche. Il y avait un certain nombre d'hommes politiques d'ailleurs qui se revendiquaient de gauche, qui se revendiquaient comme protestants. On pense à Michel Rocard, des gens comme ça. Oui, Lionel Jospin était d'origine protestante, aussi. etc. Bon, donc il y avait cet aspect-là, et là-dessus, on est dans la question d'un héritage. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Et évidemment, ce qu'on sait de la composante évangélique outre-Atlantique, en particulier aux États-Unis, peut amener à s'interroger. Et une des vertus de ce sondage, c'est de nous montrer que les évangéliques français et européens sont très différents des évangéliques américains. Très différents. Pour nous rassurer un peu. Voilà. Tant mieux, si ça vous rassure. Mais le sondage, on avait quelques indications, mais le sondage le prouve vraiment. Bien sûr, les évangéliques sur ces questions alors, il y a eu la question de l'IVG qui a été posée, de sa constitutionnalisation, et la question de l'euthanasie. Les évangéliques sont moins enthousiastes que les autres protestants sur ces registres, mais ils sont du côté de la légalisation de l'euthanasie et de la constitutionnalisation de l'IVG. Ouais. Ça, c'est peut-être une surprise quand même. À ce moment-là, oui, je pensais. On ne savait pas, et on savait que le protestantisme européen et l'évangélisme européen n'étaient pas le même qu'aux États-Unis, mais j'aurais pas forcément parié sur le fait qu'une majorité des évangéliques français étaient favorables à la constitutionnalisation de l'IVG, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, où c'était justement un président qui se réclament des évangéliques, qui a amené justement leur déconstitutionnalisation et renvoyer l'affaire aux États en se disant comme ça, il n'y aura plus de protection. Donc pour moi, effectivement, c'est un des grands acquis de ce sondage, de montrer ça. Est-ce qu'on peut mettre tout de même un petit bémol à ça, justement, si on pense que les gens du voyage, sans doute aussi un pourcentage important d'églises avec une majorité d'Africains subsahariens aussi, où on sait quand même que ces questions d'éthique sont fortes, importantes. Selon vous, est-ce que c'est à entendre ou... Je ne suis pas sûr que le bémol suffirait à changer la note. Parce que dans le total du courant évangélique, il pèse peu par rapport à ceux qui sont déjà identifiés. Et puis on ne sait pas.
Après tout, on ne sait pas. On sait pas. Non, ce que ça montre, c'est qu'il y a un contexte national qui joue indépendamment des courants religieux de ce point de vue-là. Et moi, j'ai une question complémentaire dans l'évolution, puisque c'est le moment des confessions. Hein. Jemima faisait des confessions tout à l'heure, je vais faire une confession aussi. Moi-même, je suis issu du monde évangélique, et à la télé depuis toujours. J'entends des reportages un peu grandiloquents, je vois des reportages, voilà, où on montre les évangéliques, et puis on nous dit sans croissance. Ouais. Et moi, qui fréquente les églises évangéliques, je vois pas de croissance particulière, et je vois plutôt des gens que justement on connaît depuis longtemps, que mes parents connaissaient leurs parents, etc. Je vois pas de grande croissance. Par contre, j'ai la sensation, j'ai pas de chiffres, j'ai pas d'études, qu'il y a un vrai dynamisme, une vraie augmentation du nombre d'églises, alors je sais pas comment il faut le dire, issues d'une migration, voilà, et donc de Afrique subsaharienne, mais pas que, et que finalement cette augmentation assez massive que beaucoup de médias nous mettent en scène, elle vient plus de là. Elle est vraiment, enfin moi c'est mon ressenti. Hein, là il y a aucun chiffre, etc. Mais est-ce que ça connecte avec des chiffres, Claude Dargent ? Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que le mouvement évangélique est en forte croissance en Amérique latine, un peu aux États-Unis, en Afrique, beaucoup plus qu'il ne l'est dans les pays développés, ça c'est clair. Et donc que votre appréhension de la croissance des évangéliques vienne justement d'Afrique, c'est un peu normal, puisque c'est là où elles sont le plus en croissance, ça c'est vrai. Jemima et Édouard, on parlait de questions d'éthique, fin de vie. Alors, je ne vais pas vous demander votre avis sur ces questions, mais est-ce que pour vous, c'est important dans le rapport à votre foi ? Ouais. Évidemment. Édouard, je vois oui. un grand... Il y a des grands yeux. Oui, évidemment. Tu peux développer un petit peu ? Alors, je pense que c'est l'un des moteurs qui fait, en tout cas que dans mon cas, je me suis tourné vers la religion réformée. Oui, alors ça, on ne l'a pas dit, et c'est peut-être intéressant de le dire, puisqu'on a discuté juste avant le début de ce plateau. Tu as parlé du scoutisme, les éclaireurs unionistes, mais à la base, tu étais chez d'autres éclaireurs qui n'étaient pas... Alors oui, initialement, j'étais aux Éclaireurs Éclairs de France, qui sont un mouvement laïque. Ouais. Et tu viens pas d'une famille protestante ? Non, je viens d'une famille catholique, d'origine du bassin méditerranéen, donc très catholique, spectaculaire. Donc on peut parler d'une forme de conversion avec toi ? Je pense, peut-être. Enfin, il me semble que quand on est chrétien, on se reconvertit pas chrétien, en tout cas. Mais... Oui, mais en tout cas, une adhésion... Oui, une adhésion. Mais il a fallu un certain temps, en fait, pour que je me sente légitime pour pousser la porte d'un temple. Ouais. Parce que ça avait l'air très sérieux. Et très austère. salé. mais l'austérité, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, qui me déplaisait. Au contraire, l'aspect épuré me convenait. Ouais. Mais par contre, entre la réflexion intérieure et la démarche, il y a eu un petit temps. Et à partir du moment où je me sens senti à l'aise et légitime à fréquenter un temple, c'est posé la question du scoutisme, où j'avais envie, y compris d'aborder la foi dans... un besoin de spiritualité. Y compris en fait dans ma aussi démarche d'éducateur, voilà, parce que j'ai un long travail dans l'animation et dans l'éducation, et ça me paraissait intéressant d'aborder dans mon rapport avec les jeunes l'aspect de la spiritualité. Et alors, il se trouve qu'à Grenoble, le groupe est très laïcard. Donc, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau à me dire « Ah mince !» C'était pas ce que j'attendais. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Parce que ce qui me paraît essentiel, en tout cas, c'est de le vivre dans les actes. Oui. Et le cadre du scoutisme s'y prête parfaitement pour avoir des actes concrets. Donc, Et en tout cas, le protestantisme, tu l'affiches bien aujourd'hui. Tu as une belle croix note autour du cou. Elle se voit, elle se repère. Hein. C'est important pour toi de le montrer, donc, quand même, d'une certaine façon. Oui, complètement. Ouais. Et y compris quand j'ai pu travailler dans des milieux beaucoup plus laïques, associatifs ou de l'ordre de l'éducation nationale, c'est que, pour le coup, quelque chose sur lequel j'étais beaucoup plus discret. Bien sûr. Départ, déjà pour une question totalement légale. Mais en fait, c'était des sujets qui étaient abordés de manière beaucoup plus volontaire avec les jeunes, quand ils sentaient qu'il y avait possibilité d'avoir un échange, non pas en termes de foi, mais déjà de faits religieux. Et d'être, en tout cas, de confession protestante, ça leur apportait un élément historique, peut-être qu'ils n'allaient pas avoir auprès d'un autre interlocuteur qui connaissent pas cette histoire.
La dimension éthique, pour toi aussi, Jemima, est-ce que c'est important? Et puis, j'en profite pour glisser tout de suite une autre question, et tu peux mêler tout ça. Toi, tu as un papa, donc, pasteur. Tu as parlé des Assemblées de Dieu, mouvement évangélique. Donc, aujourd'hui, si à toi, puisqu'on a posé la question à des gens qui se présentent protestants ou évangéliques, si on te demande... qui tu es, d'un point de vue religieux, comment tu réponds à ça? Je répondrais aujourd'hui protestante évangélique. Et si on me T'as demande... du mal à faire un choix. Et si on me demande de faire un seul choix, je dirais protestante parce que... c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus ouvert. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que si on m'avait posé cette question il y a 2 ans auparavant, j'aurais directement répondu évangélique, parce que pour moi, il y avait que nous. En fait, j'étais dans mon monde, dans ma pratique à moi et tout. Et je sais pas si je peux détailler le fait que quand j'ai commencé à travailler à la Fédération protestante, du coup, ça a vraiment été une énorme découverte pour moi, parce que je découvrais tous les courants du christianisme protestant. Et je découvrais leur richesse aussi. Et avant, j'avais plein de préjugés sur plusieurs de ces courants. Oui, tel, c'est tel. Et en fait, en venant, je me suis rendu compte que, mais en fait, non, c'est des richesses. Et même si en les mettant tous ensemble, mais on y gagne tellement. Les évangéliques, on a tel aspect qui est intéressant. Les réformés, les luthéraux. Bref, chacun a tellement de choses à apporter à l'autre. Et du coup, aujourd'hui, je pourrais pas juste me définir évangélique, parce qu'il y a beaucoup... Ma réflexion a beaucoup évolué entre-temps. J'ai beaucoup plus creusé la question, et je me définirais plus protestante, parce que je pioche un peu. Ouais, j'ai pas les mêmes, sur toutes les questions, j'ai pas les mêmes avis que les évangéliques ou que les luthéraux. Donc aujourd'hui, si on me demande de choisir vraiment entre les deux, je dirais protestante. Ça donne du sens à un week-end comme celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, parce que là, on ne sait pas d'ailleurs souvent, à part si on regarde de près les badges et tout ça, on ne sait pas qui est qui. Là, on était à une table pour le repas, et quelqu'un passe et dit « Ah, c'est une table évangélique », et puis il y en a plusieurs qui disent « Ah ben non, nous, on n'est pas évangélique ». Et c'est ça qui est très chouette. C'est aussi dans le contact à l'autre, dans la discussion, dans la découverte de ce que chacun fait, qu'on peut voir toute la richesse finalement du protestantisme dans cette diversité. Ouais, je ne sais pas si le sondage IFOP connecte avec cette notion-là, mais on le disait tout à l'heure, les protestants sont mal connus, beaucoup de personnes n'arrivent pas à identifier à quoi ça correspond finalement, mais j'ai l'impression, pour pousser le bouchon plus loin, qu'un protestant n'a pas forcément conscience à quel point il y a des gens qui se déclarent protestants et qui sont très différents de lui. Dans l'intra-protestantisme, exactement. Du boulot aussi. Exactement. Claude Dargent, vous êtes professeur, chercheur à Sciences Po, c'est ça ? Entre autres. À Paris 8 d'abord et à Sciences Po secondairement. À la lumière des résultats de ce sondage, quand vous entendez une jeune comme Jemima à côté de vous parler de sa foi, qu'est-ce que vous ressentez ? Moi, ce que je pense par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut se méfier des étiquettes d'une certaine façon. Et donc, ce qui vient d'être dit confirme ça. Vous savez, on ne regarde pas assez en Europe et en Occident en général les religions du reste du monde, et les religions asiatiques en particulier. Dans les religions asiatiques, il n'y a pas d'obligation d'être dans une religion toute sa vie. Moi, je me souviens, quand j'étais au Japon, il y avait un étudiant qui me faisait visiter. Il me disait, si je me marierais dans le shintoïsme, parce que c'est sympa pour se marier, mais en revanche, le bouddhisme, c'est bien pour d'autres aspects. C'est quelque chose qui nous est complètement étranger. Oui, c'est vrai. Et ça nous est complètement étranger, et le résultat de tout ça, ça a été à une époque les guerres de religion, d'ailleurs. Et c'est toujours d'une autre forme de guerre de religion. Moi, j'ai tendance à relativiser ces étiquettes, et je trouve que le protestantisme les multiplie un peu beaucoup, d'une certaine façon. Et finalement, est-ce que les différences entre ces différentes
chapelles, entre ces différentes églises, sont si importantes que ça, par rapport au message qui est porté, aux valeurs qui sont portées, à la transcendance qui est portée. Bon. Donc, moi, je pense que si on veut imaginer l'avenir, il faut imaginer des solutions où on laisse un peu de côté ces étiquettes qui sont assez largement héritières de l'histoire et qu'on se recentre sur le message central, quoi. J'aimerais que nous puissions, si tu es d'accord Cédric, faire un peu de prévisionnisme, essayer de se projeter dans quelques années, alors pas trop loin, mais disons aller dans 5, 10 ans par exemple. Imaginez-vous, Claude Dargent, des changements importants se produire dans la question religieuse dans notre pays? Quid de la situation des protestants? Comment voyez-vous les choses ? Alors, les sociologues sont un peu comme les historiens, ils n'ont pas de boule de cristal, et donc ils se méfient de la prospective. Moi, simplement, ce que je peux rappeler, c'est qu'il y a une forme de besoin religieux qui est une réalité anthropologique. C'est-à-dire dans toutes les sociétés, il y a bon. Simplement, les formes de réponse ne sont pas les mêmes. Hein. Je pense que si le protestantisme veut être une forme de réponse aux formes d'ignorance qu'on a vues dans le micro-trottoir, il faut peut-être effectivement laisser un peu de côté ces étiquettes, se rassembler, se centrer sur l'essentiel. J'ajouterais peut-être quelque chose, mais ça c'est un peu un tabou. Quand on n'est pas né dans le protestantisme, on trouve que le terme de protestant est un terme un peu curieux, finalement. Ouais. Je veux dire, à l'étranger, les protestants ne s'appellent pas protestants. C'est purement français. Ouais, ouais. En Allemagne, c'est l'église évangélique, et puis point barre. Bon. Et c'est vrai que dans le micro-trottoir, c'était un des premiers points. Vous parlez de ceux qui protestent aux manifestations ou... Évidemment. Et protestation, donc ça quand on a un peu négatif, oui, dans le côté minoritaire, machin. Bon. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y a pas un tabou, hein, mais un travail à réaliser là-dessus. On va glisser le petit mot au Conseil de la Fédération protestante de France. C'est pas, mais bon, et que finalement tout ça, c'est des formes de christianisme évangélique, réformé, voilà. Bon, et que c'est pas plus positif de le poser en ces termes-ci qu'autrement, parce que la demande religieuse, elle existera toujours, mais donc il faut quelque chose, une offre qui soit non seulement dans le contenu, parce que quand on va dans le contenu, il n'y a pas de souci, mais déjà dans la forme, déjà le mot est important. Jemima, Édouard, vous repérez des défis pour vous en tant que protestant dans les temps qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous portent plus que d'autres, vous donnent envie de vous engager? Moi, je pense que le défi, en tout cas si je dois parler pour nous les jeunes, et pour les plus jeunes que moi, c'est... en fait, on est en recherche de spiritualité, mais pas forcément de... Enfin, on a un vrai problème avec les institutions, en fait, les cadres, enfin... les structures religieuses, tout simplement. Et ça, je vois ça beaucoup, en tout cas, autour de moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui, quand on parle de la foi protestante, etc., mais ils sont complètement dedans, ils sont à fond, ouais, moi j'y crois, oui, je suis d'accord avec toi et tout. Et dès qu'on parle en fait d'église, de cadre, directement le discours change et il y a une forme de méfiance qui est là. Donc je pense que le défi c'est vraiment ça, trouver où est ce que ça s'est cassé en fait, où est-ce que la confiance on parle de confiance, où est-ce que la confiance est cassée, est-ce qu'on peut la réparer, mais surtout comment répondre en fait aux besoins de la jeunesse, ce besoin de spiritualité, parce que pour le coup il y a vraiment un besoin de spiritualité. On parle beaucoup de New Age actuellement, on parle beaucoup d'autres spiritualités du Moyen-Âge, etc. Du Moyen-Orient, pardon. Et ça révèle vraiment qu'il y a une soif qui est là maintenant. Est-ce que le protestantisme saura répondre à cette soif? Je ne sais pas. Mais c'est notre défi actuel, en fait. Ce besoin de spiritualité, comment y répondre? Édouard?
Moi, du coup, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Idem. Idem. Non, mais une réponse moins facile. Pour moi, à titre personnel, le défi serait essentiellement au niveau de l'éducation. Explique. Que ce soit au niveau, on va dire, de l'enseignement du fait religieux, déjà dans un besoin de connaissance de l'autre et de soi, et qui puisse, alors éventuellement amener à étancher cette soif de spiritualité, mais il faut déjà connaître le panel qui existe, la présence de l'autre, et pour ce qui est de l'avenir, je pense que, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont protestantes, mais qui ne savent pas qu'elles le sont. En tout cas, peut-être que c'est le terme qui fait peur, en tout cas, ou peut-être que c'est l'aspect institutionnel qui peut effrayer, mais en tout cas, c'est un constat qui est extrêmement personnel et empirique, mais au fur et à mesure de mes discussions avec beaucoup de personnes qui parlent d'un point de vue qui va être athée, en réalité, vont évoquer des spiritualités. Mais c'est protestant, ça. Donc, moi, mon défi principal, il est sur l'éducation et le fait qu'on se connaisse. Alors, ça me fait penser à quelque chose, très souvent dans la rue, quand on commence à parler de foi, de spiritualité, de Dieu et de protestantisme, moi je sais que je me suis confronté souvent à des gens qui me disent « Ah ben si je dois croire et devenir chrétien, je voudrais être protestant ». Ça, Claude, vous l'avez déjà observé, ça, j'imagine. Oui, parce que disons que les valeurs du protestantisme, ce qu'on en connaît, et même quand on n'est pas très engagé dedans, en termes de fonctionnement, de démocratie, ce genre de choses, est plus effectivement en affinité avec l'air du temps. Claude, on parle de la France, là, mais... Bon, vous l'avez un tout petit peu évoqué, je crois que c'était dans le premier plateau. On ne peut pas faire abstraction de l'international, de la situation politique, sociale, alors de notre monde en général, où le religieux s'immisce très souvent. Et puis comment ne pas évoquer les États-Unis avec l'arrivée du président Trump. Nous sommes là pour ce week-end au Lazaret avec la Fédération protestante, au moment de cet enregistrement, juste derrière l'investiture finalement. Et aussi, alors moi ça m'a marqué, cette prise de parole de cet évêque épiscopalienne à Washington, s'inquiétant de la peur semée par le président américain chez les immigrants, chez les migrants, chez les membres de la communauté LGBTQ, et avec un appel très très fort de sa part, un appel à la miséricorde. Vous, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis comme beaucoup d'Européens. J'ai du mal à comprendre que certains courants du christianisme là-bas soutiennent un président qui a un comportement dans tous les domaines aux antipodes du christianisme. Bon. Et en même temps, il a été élu. Il a été élu largement. Donc il y a une question, il y a un questionnement. Après, j'attends avec intérêt la suite des choses, parce qu'il y a le discours et puis après la confrontation avec les réalités. Et je pense que cette confrontation va être compliquée. Mais pour une part, effectivement, ça fait des années que ça dure. Depuis le premier mandat de Trump, ce qui se passe aux États-Unis est pour nous, en Europe, un peu une énigme, quoi. Parce qu'il y a un tel divorce entre le discours et la pratique, y compris la pratique la plus personnelle, que on ne peut que s'interroger, mais on va voir la suite. Mais la parole de cet évêque n'est-elle pas finalement l'un des défis pour tout chrétien, et là peut-être au-delà même du protestantisme, le défi d'oser prendre la parole, se positionner, résister d'une certaine façon. C'est un grand mot protestant, ça, résister aussi. Certes, et je pense qu'on va voir se multiplier des choses comme ça dans les mois à venir, parce qu'il y aura des choses qui vont apparaître comme insupportables par rapport aux valeurs chrétiennes. Moi, je rebondis sur la question de la politique. Je reviens en France cette fois-ci, et tout en ressaisissant ce sondage donc sur les protestants en France, j'ai été surpris de voir que les protestants
d'une manière générale, votent comme les Français en globalité. Alors qu'un préjugé voudrait dire que oui, le croyant, le chrétien va voter plus à droite. Je pense que j'ai souvent entendu ça. Est-ce que c'est juste ou pas? En tout cas, le sondage, Claude Dargent, vous me confirmez ou non, évoque que les protestants votent comme tous les Français, en moyenne. Alors, le sondage est difficile à interpréter sur ce plan-là, puisque il ne compare pas complètement à la population générale. C'est une enquête sur les protestants. Mais historiquement, s'agissant des protestants, ils votaient à gauche, très clairement. Et c'est uniquement avec un protestantisme réformé et luthérien. Et c'est au tournant du siècle, au tournant du 21e siècle, moi quand j'avais travaillé là-dessus, ils étaient pour le coup à ce moment-là à l'image de la France. Ils l'étaient. Après, avec la croissance de la composante évangélique, on pouvait se poser la question de savoir si ça n'allait pas les tirer vers la droite. Mais dans ce que le sondage donne, en tous les cas, il y a plutôt l'idée que non, que globalement, ça se compense d'une certaine façon, et que ça ne porte pas le protestantisme vers la droite, et c'est en adéquation avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les valeurs de société, où finalement les évangéliques en France sont très différents de ce qu'on peut constater ailleurs. Et alors pour poursuivre et terminer cette patate chaude, c'est ma deuxième patate chaude. T'aimes bien les patates chaudes. Ouais, je sais. C'est ton expression. Un petit peu. J'ai cru comprendre comprendre de ce sondage qu'effectivement les protestants votent à peu près comme les Français en moyenne, mais exception. Alors, vous m'arrêtez si c'est faux. Exception, on parle des présidentielles, du premier tour des dernières présidentielles, où Mélenchon a été largement moins voté par les protestants que par le reste de la France. Est-ce que c'est juste? Et j'ai été surpris. Et si oui, pourquoi? Il y a une différence, c'est-à-dire que pour le coup, ce sont les évangéliques ont largement voté pour Mélenchon. À la différence des autres protestants. Ça va aussi avec leur composition beaucoup plus populaire. Mais voilà. Mais en revanche, ils ne votaient pas davantage pour l'extrême droite, ce qu'on aurait pu attendre, que des autres protestants. Oui, ça c'était une idée préconçue qui a largement imprégné pas mal même des médias. Bien sûr. En se basant surtout sur les pays étrangers, et notamment les États-Unis. Oui, parce qu'on ne peut pas, en France, il n'y a pas de ville où il y a suffisamment de protestants pour en tirer des conclusions de cet ordre, etc. Donc c'est un peu, effectivement, comme vous le dites souvent, l'exemple étranger. Jemima et Édouard, l'avenir, vous, en entendant là tout ce qu'on vient d'évoquer, la situation aux États-Unis, mais voilà, il y a tellement d'autres sujets de conflits. Le monde, en ce moment, quand même, n'est pas en super état, on pourrait dire les choses ainsi, en pleine forme. Vous avez peur ou vous avez confiance ? Est-ce que l'espérance de la foi, l'espérance protestante est plus forte, ou est-ce que vous flippez quand même, pour le dire simplement ? J'ai flippé. J'ai beaucoup flippé au point où ça a même affecté certains de mes choix de vie. Ouais. Et depuis un moment, je redécouvre ma foi chrétienne justement sous le prisme de l'espérance, et de me dire que quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde, mon espérance ne dépend pas des circonstances d'ici. Et que elle est basée sur quelque chose de plus solide que ce qui se passe dans ce monde. Donc, et ça te donne envie de t'engager, de faire des choses, de te positionner. Je parlais de résistance. Oui, justement. Cette espérance, je trouve que l'espérance de la foi chrétienne, c'est pas une espérance passive du genre bon, ça va aller. Donc je croise les bras, il y aura une happy end, etc. Non, c'est faire face aux réalités, voir que oui, ça va être chaud, mais mon espérance est ailleurs. Et parce que je sais que mon espérance est ailleurs, donc j'ai la motivation de lutter, justement parce qu'il y a quelque chose de positif qui me porte, il y a quelque chose de beau qui me porte. Je veux m'engager avec joie, même quand ce sont des combats qui peuvent être durs ou délicats. Je veux quand même m'engager avec joie, parce que mon espérance ne dépend pas de
d'ici et des circonstances. Il y a un domaine plus particulièrement, un sujet, une thématique qui te pousse, toi ? Les femmes. Les femmes. Ouais, les femmes. Le féminisme, Ouais. particulièrement. Et je pense que tu as dû te réjouir d'entendre un certain nombre d'interventions, là, déjà depuis que ce sur les week-end violences, a démarré sur les violences, avec notamment Valérie, sexistes, féministes, sexuelles, et spirituelles aussi, d'ailleurs. C'est l'un des grands thèmes que la Fédération prend en charge, là. Ouais. Donc ça t'encourage. Ah, mais clairement, complètement. Et Édouard, toi... Tu te sens comment face à l'avenir ? Serein, plutôt inquiet ? Alors, serein, non. Parce que, au contraire, ça témoignerait, je pense, d'une espèce d'inconscience et de passivité. Mais par contre, au contraire, de la gravité et du besoin d'engagement. Ça, c'est ce que ça m'évoque pour l'avenir. La peur, je trouve, c'est hyper sincère, en fait, d'admettre le fait que... moi aussi j'ai eu peur et je pense que j'ai toujours peur, mais la joie qu'évoquait Jemima, elle porte beaucoup. Et c'est le fait justement de constater sa peur et du coup de s'engager, mais dans la joie, qui permet de se dire que ok, on a l'espérance, mais il va falloir quand même y aller. Et si on reste juste à se dire que de toute façon on est sauvé et tout ira bien pour nous, c'est irresponsable. On rate un peu la cible. On rate un peu la cible. Donc il faut se relever les manches. Voilà. Et toi, il y a un sujet, plusieurs, qui te portent plus, dans lesquels tu as davantage envie. Tu as parlé de l'éducation tout à l'heure. Alors l'éducation, c'est vraiment mon fer de lance. Le service aussi, notamment dans la défense des droits sociaux et le service auprès de la population via les services publics. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important de défendre et de continuer à développer pour avoir une société égalitaire et juste. Et l'écologie, tous les deux, parce qu'on dit souvent que c'est un truc de jeunes. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui ressort très, très, très souvent, et c'est peut-être un drame d'ailleurs, que ça ne soit qu'une affaire de jeunes. Mais vous, c'est aussi quelque chose qui compte, ce rapport à l'écologie, ou pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Pour moi, l'écologie, c'est avant tout un combat économique. Donc, c'est dans la prolongation et c'est vraiment le fil vert, on va dire, de tout le reste des combats. Donc, c'est à la fois absolument central, mais ça ne peut pas être le seul prisme et le seul vernis. L'écologie, elle va être la base de la réflexion pour la suite, mais elle doit se faire dans une justice économique, y compris au sein d'une population, mais surtout entre les pays. Jemima, je suis d'accord aussi avec ce qu'elle a dit, parce que en fait on dit juste écologie, on voit juste le côté sauver la nature, etc. Alors qu'en fait il y a tellement de sujets qui sont liés. Par exemple, les 17 objectifs du développement durable montrent en fait comment est-ce que l'aspect pauvreté, l'aspect socio-culturel tout simplement impacte en fait sur le point de l'écologie. Et du coup, je m'engage plus sur d'autres aspects de tout cet ensemble de sujets, et pas spécialement sur l'aspect protection de la nature, etc. Ce week-end avec des protestants, vous le vivez comment ? Un dernier mot autour de ça ? Je trouve ça très sympathique. Ouais. Voilà, j'en dirai pas plus. Je trouve ça sympathique. Et le lieu est bien sympa aussi. Le lieu est formidable. Le lieu est formidable. Lazare, si vous avez l'occasion. Mais les gens, c'est encore plus important que le lieu. Cédric, merci. Oui, merci à toi. D'avoir été là. T'as autre chose encore pour terminer à ajouter ? Non, je rejoins vraiment tout ce qui a été dit. Je partage, je résonne du cœur. La peur, je peux aussi confesser la peur, et je l'aurais aussi formulée parce que j'ai quelques années de plus. Et puis t'es papa, toi, donc ça change aussi les choses. C'est au moment d'avoir des enfants aussi où cette peur émerge, parce que quand toi t'es serein, mais tu te dis je fais le pari sur l'avenir un peu plus loin que moi parce que je m'engage pour avoir des enfants. Et du coup, cette question sur la peur, elle est très présente au moment de faire ce choix.
Donc je résonne avec ce qui a été dit et je projette sur quelque chose que j'ai vécu un peu plus tard, quelques années après, quoi. Merci Édouard, merci Jemima, merci Claude. Une petite info pratique pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le protestantisme, justement, puisqu'il faut le mettre en avant, nous avait dit cette dame dans le micro-trottoir, et sur la Fédération protestante de France en particulier, son actualité, les événements. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter de la Fédération sur le site protestant.org. Et comme ça, vous verrez, ça vous permettra d'avoir pas mal d'informations très, très intéressantes et de façon régulière. Au revoir et je vous laisse avec le mot d'ordre de la Fédération protestante de France pour 2025, persévérer dans l'amour fraternel.